Elle parlait encore que ces femmes voient l'infortuné s'affaisser sous le fer mortel, et le sang écumer sur l'épée, et ses mains en être éclaboussées. Un cri monte sous les voûtes du palais, et la renommée fait la bacchante dans la ville frappée de terreur. Toutes les maisons retentissent de lamentations, de gémissements et du hurlement des femmes. L'air résonne de clameurs aussi lugubres que si tout Carthage ou l'antique ville de Tyr s'écroulait sous l'irruption des ennemis, et que si les flammes furieuses déferlaient sur les toits des hommes et des dieux. La mort de Didon, telle qu'en ce livre 4e de l'Énéide, Virgile en fait le récit poignant, le suicide de celle qui n'a pu supporter d'être abandonnée de son amant aîné, reparti sur la route de la fondation de Rome. Ce n'est pas simplement l'écriture d'un amour perdu, ce n'est pas simplement l'écriture d'une intrigue sentimentale individuelle ou d'une faiblesse de la femme Didon, c'est une épopée qui met en face à face le destin individuel bien sûr, mais aussi le destin général de l'humanité. Troie, Carthage et Rome sont là en balance. L'Énéide est le lieu d'une réflexion sur ces relations complexes. La mort de Didon en est le moment le plus tragique, et en ce dernier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, alors que le pouvoir romain est entre les mains d'Auguste, cet immense travail de l'Énéide auquel Virgile donne son énergie, c'est aussi une réflexion sur la situation présente de Rome, Rome qui alors reconstruit Carthage. Cette réflexion doit être si difficile qu'elle ne peut qu'emprunter les voies de la brutalité, car ce mythe des nécessités imposées par la fondation de Rome, ce mythe est plein de brutalité, brutalité aussi bien d'aîné qui délaisse son aimé Didon que de Didon qui maudit aîné. Et ce qui lie tout cela, c'est la souffrance. L'Énéide est une épopée, et elle est une épopée romaine. Cela signifie qu'elle est une poésie de la douleur. C'est une expérience de la douleur, plus qu'une expérience de l'héroïsme, ou plus qu'une expérience du pouvoir, ou plus exactement, c'est une découverte de la douleur qui est dans le pouvoir. On accuse généralement Rome d'avoir eu trop de pouvoir, d'être une nation conquérante, d'être une nation disciplinée, d'être une nation puissante, et par là même d'être insensible. Or, précisément, l'originalité de la plus grande œuvre romaine, du point de vue de la beauté littéraire, est que c'est une méditation sur la douleur et sur la douleur individuelle, dans ce qui dépasse toute possibilité d'action politique. Ce genre de questions absolument fondamentales qui portent sur les raisons d'être même de l'être humain, elles ont été perçues dans le plus beau livre, à mes yeux, sur Virgile, qui est le livre d'Hermann Broch, La mort de Virgile, qui est entièrement bâti sur la question de savoir qui comprend l'Énéide. Car il y a deux personnes qui ont compris l'Énéide. L'une, celle qui l'a sauvée, l'autre, celle qui voulait la détruire. Celle qui l'a sauvée, c'est Auguste. Celle qui voulait la détruire, c'était Virgile. Et pourquoi cela ? Parce que pour Virgile, qui était poète, l'Énéide, c'était une expérience de la mort. Au-delà de tout pouvoir humain, c'était une expérience de l'abîme et de la piété dans l'abîme. Pour Auguste, c'était une expérience, au mieux, de la religion d'État, d'un légendaire qui permettait à la cité d'exister. Et Auguste, dit Hermann Broch, et je crois que c'est vrai, a indigné Virgile, qui était bien obligé de faire cette œuvre qu'on lui demandait comme une œuvre de propagande au degré supérieur, parce qu'Auguste était un homme de génie et qu'il savait susciter les textes. Mais ce n'était pas ce que voulait Virgile. Virgile, dirais-je qu'il voulait mourir, je ne sais pas, mais il voulait éprouver le sentiment de son abîme.
ce vertige, ou bien au contraire cette lucidité supérieure qui, comme disait Lucrèce, la piété ne peut appartenir qu'au cœur pur. Et c'est cette pureté que cherche à retrouver la poésie, au-delà d'ailleurs aussi du sentimental. Car ce n'est pas une histoire sentimentale, c'est l'histoire d'un désastre de l'amour. Ce qu'on aurait envie de savoir, c'est de quelle manière cette attitude de Virgile par rapport à son œuvre peut être pour nous, qui sommes fort étrangers à ce monde, lue dans la structure narrative de cette œuvre, dans les relations que les personnages de cette œuvre entretiennent entre eux. Bon, on aimerait savoir comment lire réellement ce drame de Virgile à l'intérieur de ce qui nous reste, malgré lui, l'Énéide. Il y a toute une série de degrés qui peuvent être observés dans une telle lecture. Premièrement, il y a un degré historique. Comment les Romains pouvaient-ils concevoir l'amour, auquel ils donnaient une si grande importance? Et naturellement, ils étaient à cet égard les héritiers des Grecs. Ils héritaient de la tradition de la tragédie grecque et de la tradition d'Homère. Ils héritaient à la fois d'Hélène, de Pénélope et d'Antigone, Eros, Anikate Makan, la toute-puissance de l'amour, l'amour pour lequel on est né. La première apparition de ce thème amoureux dans l'épopée, de ce thème de la passion de l'amour dans l'épopée, c'est-à-dire du thème lyrique à l'intérieur du poème épique et historique, elle est chez les Grecs. Elle est chez Apollonios de Rhodes. Virgile la reprend. Il la reprend en façonnant à sa manière le mythe d'Énée, puisque dans ce mythe tel qu'il existait, nous n'avons à peu près pas de preuve qu'il ait existé avant Virgile. C'est Virgile qui a découvert cela, qui a découvert cette méditation. Il le fait pour des raisons historiques. Vous parlez de cette brutalité qui apparaît dans le mythe. C'est la brutalité de la guerre. Didon, d'abord, c'est la guerre. C'est la guerre de Rome contre l'Afrique qu'elle a voulu conquérir, c'est-à-dire qu'elle a voulu aimer. Et que finalement elle a trahi. La faute de Rome n'est pas d'avoir conquis l'Afrique, c'est de ne pas l'avoir aimé. Et du moins c'est l'image que donne Virgile, n'est-ce pas? Et effectivement, il y a une autre image qui est toujours présente à l'arrière-plan et qui est l'image de Cléopâtre, la reine africaine, la reine dont César a été amoureux, la reine dont Auguste n'a pas été amoureux, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'expérience d'abord du non-amour de Rome, de sa sévérité, de sa dureté, de sa cruauté même. Et alors, voyez le poème d'Horace sur Cléopâtre, qui est le Nunc est Vivendum. On commence par dire « nous sommes bien débarrassés » et c'est le moment de boire, c'est le moment de se régaler. Et puis en même temps qu'on boit, on pense à la figure de Cléopâtre, à cette figure héroïque, à cette femme qui n'a pas accepté, à cette femme qui s'est suicidée, qui est morte. Il y a cette horreur qui est tellement présente aussi chez Tite-Live, du non-amour de Rome. Alors ça, c'est un premier aspect. Ce non-amour de Rome est peut-être en réalité un amour. La preuve, eh bien, les grands textes sur la souffrance d'Énée, les lacrimae immanes qui laissent couler sur son visage, il pleure. Et ce ne sont pas des pleurs sentimentaux, c'est la tristesse de devoir être impassible. C'est la tristesse de n'avoir pas le droit d'être triste. Et alors il est représenté comme un grand chêne balayé par la tempête. C'est un stoïcien, à cet égard, celui qui se veut impassible.
mais le véritable stoïcien, celui qui souffre. Et par conséquent, la description de cette brutalité, c'est la description de la souffrance héroïque. On pourrait aller jusqu'à dire, heureusement pour Aîné, qui sans cela est insupportable, on pourrait aller jusqu'à dire que c'est la faiblesse du héros, et que c'est par cette faiblesse qu'il est grand. Un peu de la même manière qu'Achille, n'est-ce pas, mais d'une façon qui est plus liée à l'expérience propre de Rome. J'ajoute qu'il souffre d'autant plus qu'il voit très bien qu'il crée le malheur, il crée la guerre, car les dieux ne manquent pas d'établir l'ardoise à Rome. Quand on a commis une faute, c'est-à-dire quand on a fait souffrir, même si on a eu raison de faire souffrir, même si on l'a fait sur la demande des dieux, les dieux autorisent celui qui en a fait souffrir à se venger. Didon se tue. Peut-être a-t-elle eu tort. Virgile ne nous le dit pas. Elle se tue, et avant de se tuer, elle prononce les imprécations dont vous avez parlé. Il y aura les guerres puniques. Et le poème est construit en réalité, premièrement, comme une sorte de justification de tout ce qui s'est passé. Les dieux l'ont voulu, c'est comme ça. Et deuxièmement, peut-être comme l'espoir d'une compensation. Le poème est écrit au moment où Auguste refonde Carthage. Et donc il fait rentrer Carthage dans l'histoire, alors que Rome l'avait séparée de l'histoire et l'avait détruite. En réalité, d'ailleurs, même elle s'était détruite elle-même, les femmes qui s'étaient jetées dans les maisons en feu, le désespoir de toute une cité qui n'avait pas voulu s'incliner. Alors, une histoire de la guerre, encore une fois une histoire de la mort, et une histoire de pitié et de pitié pour soi-même. C'est comme ça que je le lis. Et je trouve que c'est plus beau que d'y voir simplement l'affirmation de l'arrogance romaine. Non, c'est l'affirmation de la souffrance romaine. Et c'est aussi en même temps l'affirmation de l'amour tel que les Romains l'ont perçu. Et ce qui est extraordinaire, c'est de constater que l'amour est à la fois le pire danger et la plus haute exaltation. Ce n'est pas du tout, de même d'ailleurs que chez Platon, ce n'est pas du tout une valeur absolue, simple. C'est différent même du christianisme, qui va naturellement se développer et qui va partir en partie sur ses bases. Non, l'amour, c'est le risque extrême. C'est la rencontre de l'absolu. Et par conséquent, c'est la rencontre de la mort. Mais c'est aussi, ça risque d'être à tout moment la rencontre du sacrilège, ou bien la rencontre de la cruauté des dieux. Et Didon on rencontre tout cela parce qu'elle est trompée par les dieux. On lui met l'amour sur les genoux sous l'aspect du fils d'Aîné. Elle ne peut pas se défendre. Dès le début, elle est dans une attitude étrange, une attitude de timidité. Mon collègue Eusée a médité longuement dans sa thèse sur le corps humain, sur la signification de l'attitude de Didon, qui, la première fois qu'elle reçoit d'Aîné, le regarde en se détournant, en baissant les yeux, ce qui est une attitude singulière de la part d'une reine. Mais dès le début, il y a en elle cette blessure, cette faiblesse, en même temps que cette douceur. Et ce qu'il y a d'immense chez Virgile, c'est qu'il est en fait un grand poète de la faiblesse, en même temps qu'un poète de la rigueur. Allez à Rome, c'est ça que vous y trouverez. Il est tout à fait surprenant de constater que, avant même que l'amour ne survienne, Didon souffre déjà de ce qu'elle pressent. Ça, c'est quelque chose, effectivement, de très émouvant au sens fort du mot. Mais ce qu'on peut se demander dans cette aventure au sein de laquelle, en définitive, ce sont les dieux qui tiennent les rênes, ce sont les dieux qui, au fond, amènent Aîné contre vents et marées à aller fonder Rome et donc à laisser de côté cette aventure africaine. Mais au sein du texte même de l'Énéide, ce qui pourrait nous intéresser, ce pourrait être la manière dont les humains manipulés par les dieux
peuvent éventuellement se permettre de répondre d'une certaine manière aux dieux, ne serait-ce que par quelques mots de temps en temps. Et on a envie de voir en quoi ces quelques mots de temps en temps peuvent être un affrontement avec les dieux, un affrontement avec le destin, ou au contraire une acceptation. Disons que ces quelques mots sont peut-être très intéressants. Et puis évidemment, ce sont les mots de Virgile aussi, donc ce sont les mots de la poésie. Oui, bien sûr, mais je ne vois pas beaucoup à première vue d'expression de la révolte ou de la protestation dans la poésie latine. Un monde de paysans, vous savez, on ne se révolte pas contre les orages. Mais cela dit, il est vrai qu'il y a peut-être 2 ou 3 grands révoltés dans la littérature antique classique. Il y a Prométhée, il y a Antigone à sa manière. Elle n'est pas révoltée contre les dieux, elle est révoltée contre les hommes. Et Didon est aussi dans la littérature latine celle qui représente une grande révolte. Cette révolte, elle ne s'adresse pas aux dieux. C'est une révolte contre les hommes. Et plus précisément, c'est une révolte contre l'amour trahi, contre celui qui l'a trahi, et contre lequel elle formule des malédictions. La question qui se pose, qui est une des questions que pose Virgile, et sur laquelle, je crois, trébuchent très souvent les commentateurs, c'est la question de savoir si elle a continué, puisqu'on la retrouve aux Enfers, au chant 6, si elle a continué à aimer Énée. Dans les débuts de la littérature en langue romane, au XIIe siècle, on assiste étonnamment à la reprise de quelques grands textes et de quelques grands mythes de l'Antiquité. Par exemple, les aventures d'Édipe ou les aventures de la descendance d'Édipe, mais aussi le récit de la fondation de Rome. Et donc, dans cette fondation de Rome, les amours de Didon et d'Énée sont bien présents, et cela dans le roman d'Énéas. Revenir à un tel mythe, c'est évidemment prendre de grandes distances avec le christianisme qui informe toute la société d'alors. Et comme pour affirmer encore davantage cette distance, l'Énéas commence très nettement en amont de l'Énéide de Virgile. L'Énéas commence par dresser un tableau précis et circonstancié de ce qui a amené les héros à leur situation actuelle. Il y a donc une insistance sur l'enchaînement des événements, sur les rouages du destin. Et dans ce destin s'exhibe avec force une figure des plus troubles, celle de la veuve d'âme. Il était rassurant qu'après le meurtre de Psyché, son époux, Didon prenne la fuite avec ses richesses pour fonder Carthage en souvenir de cet époux qu'elle aimait. Mais l'abîme d'un nouvel amour, empreint, on le sait bien, des couleurs de la mort, introduit l'inquiétante idée d'un désir qui brave les nécessités sociales. Alors l'irruption d'Énée dans cette Carthage tout entière tournée vers le deuil d'un premier mari pose un véritable problème et qui traverse toute la vision de la veuve à travers justement son statut dans la société chrétienne. Et l'arrivée d'Énée donc va amener des perturbations telles que il est difficile, il faut prendre position, il faut essayer de savoir si cette espèce de rupture du deuil qu'est pour Didon le fait de tomber amoureuse de ce fugitif de passage peut être acceptée, est acceptable ou non. Et l'auteur du roman d'Énéas feint en tout cas ou a un discours manifeste
qui est assez négatif sur cette question, à savoir que la rupture du deuil est catastrophique. Elle est évidemment catastrophique puisqu'elle va conduire Didon à sa perte, exactement comme chez Virgile. Mais les notations, là, du narrateur sont assez nettement négatives sur ce personnage, puisqu'il va, au moment où Didon succombe à sa passion, il va intervenir pour dire « fou est qui femme se fit », par exemple, reprenant bien sûr un adage virgilien, « varium et semper mutabile femina », mais en y insistant par 2 fois et plusieurs fois. On a donc une vision assez négative de Didon. Mais en même temps, Didon, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle est, dans une certaine mesure, le double d'Énée. Elle est le double d'Énée puisque, comme lui, elle a quitté des rivages qui étaient des rivages d'enfance, des rivages d'origine. Comme lui, elle a une destinée de fondatrice. Comme lui, elle est veuve et Énée a perdu une première épouse dans la chute de Troie, Créuse. Beaucoup de traits la rapprochent d'Énée. Elle est donc un double inquiétant, si vous voulez, pour le narrateur médiéval. Un double inquiétant dont l'apparition aux enfers montre bien à quel point son destin est l'envers négatif de celui d'Énée. Énée doit essayer d'échapper à cette difficulté du deuil, à cette rupture du deuil impossible dont Didon est la victime, finalement. Puisque aussi bien Didon qu'Énée sont des personnages endeuillés, est-ce qu'il est question parfois dans le roman d'Énée précisément du deuil d'Énée? Malgré tout, à un moment donné, Didon demande à Énée de raconter ses aventures et il va donc réitérer ce qui a déjà été raconté par le narrateur. Et à ce moment-là, Énée parle de son deuil. Il dit « Ah, vous me faites souvenir, vous faites revenir à ma conscience cette grande douleur. » En fait, Carthage, c'est le lieu du deuil de Troie, dans une certaine mesure pour Énée. C'est là où quelque chose comme une remémoration de la chute de Troie a lieu, avec peut-être moins de force que chez Virgile, puisqu'on n'a pas cette ample narration rétrospective, mais malgré tout, le texte est très clair. Il y a quelque chose comme remembrer sa douleur. Et cette remembrance, elle va prendre fin à la sortie des enfers, lorsque Énée sort, émerge des enfers après avoir rencontré Anchise. Il va, donc son père, il va y avoir une notation très claire du narrateur qui dit « le deuil de Troie est oublié ». Et ce deuil de Troie qui est oublié, me semble-t-il, c'est la marque très, très claire qu'il y a quelque chose comme un travail du deuil qui doit être fait avant que Rome puisse être fondée véritablement. Et dans une certaine mesure, les guerres latines, les guerres lombardes participeront encore de ce travail du deuil. Il y a ce très beau personnage de Camille qui va mourir également et dont l'adversaire d'Énée doit aussi faire le deuil. Turnus doit faire le deuil de Camille avant de pouvoir véritablement affronter Énée dans un combat judiciaire, dans un duel. Énée donc doit faire le deuil, ou plutôt faire le deuil de la douleur de Troie, oublier la douleur de Troie. Et il y a là, si vous voulez, quelque chose qui reconstruit le destin misérable de Didon dans la mesure où, justement, une des remarques extrêmement critiques du narrateur sur Didon était justement de faire porter sur elle l'accusation d'avoir oublié son mari. Le roman médiéval essaye de reconstituer un héritage antique, mais dans un espace qui lui serait propre. C'est un peu le mouvement que fait Énée. Et refuser Didon, c'est aussi refuser cette assimilation à un ordre ancien. Alors évidemment, devant la trahison de celui qu'elle a aimé une seconde fois, il n'y a finalement pour Didon plus comme recours que de retourner vers ce premier mari, donc le suicide, donc cet acte qui retourne contre elle-même
toute l'ambivalence des sentiments qu'elle portait à Énée, de vouloir en même temps revivre quelque chose qui est marqué par la perte, avec ce premier mariage dont elle est, je crois, fondamentalement en deuil. Ce qui fait que, à mes yeux, les enfers sont le lieu de Didon, de ce point de vue-là. C'est le lieu du deuil impossible. Chez Virgile, le chant des pleurs, Lugentes Campi. Et ce lieu du deuil impossible, c'est le lieu où elle va retrouver une relation avec Psyché. Mais là encore, l'auteur médiéval procède de manière un peu différente de Virgile et de manière avec une représentation de nouveau inquiétante de la femme, au sens où il va insister sur la honte que ressent Didon face à son ancien mari. Il nous dit qu'elle se vergondote. Le terme médiéval pour la honte, c'est la vergogne. Et c'est tout à fait intéressant parce que ici, les ambivalences de Didon renvoient directement à quelque chose qui marque aussi l'Énée médiéval bien plus que le Pius Énéas de Virgile. C'est aussi une ambiguïté. Énée n'est pas aussi fidèle, n'est pas aussi pieux, n'est pas aussi admirable que le héros virgilien chez l'auteur de l'Énéas. Il est marqué par sa fuite lors de la chute de Troie. On nous dit qu'il s'en va fuitis. Il a donc refusé la mort. Il y a perdu Créuse. Il est marqué par toute une série d'accusations qui sont faites dans la suite du roman, par exemple par la mère de Lavinie, sa future épouse, qui l'accuse peut-être par certains côtés d'homosexualité, d'être incapable de lier une relation amoureuse puisqu'il a abandonné Didon. Il est marqué donc par un certain nombre d'incertitudes et peut-être de fautes. Et comme Didon, aux enfers, Énée se vergogne, lui, face aux apparitions de Paris, de Déiphobe, donc de ces pères troyens qu'il va découvrir aux enfers et qui, eux, ont été jusqu'au bout de leur destin de mort, qui ont trouvé la mort à Troie. Donc la vergogne de Didon renvoie à la honte d'Énée, à cette différence près que Énée vivant, lui, va pouvoir traverser cette épreuve de la honte dans un chemin de purification, si vous voulez. La vergogne au Moyen-Âge, c'est aussi cette idée qu'à travers le sentiment de la honte, on prend conscience de sa faute et on va essayer de la dépasser, de trouver une voie hors de la culpabilité. Évidemment, de ce point de vue-là, Didon reste dans le deuil impossible. Elle reste aux enfers. Mais elle trouve une forme de grandeur, malgré tout, dans toute la tradition médiévale, parce que le point sur lequel Énée ne pourra jamais la rejoindre, c'est la fidélité, c'est la constance. Elle est une figure de fidélité, et là, il faut peut-être aborder quelque chose qui transparaît très peu chez Virgile, mais que le Moyen-Âge connaît bien, c'est l'autre tradition que nous rapporte l'histoire carthaginoise sur Didon, à savoir qu'il y a une tradition que connaît Justin, par exemple, lorsqu'il reprend l'histoire universelle de Trogue-Pompée. Il raconte à un moment donné l'histoire d'une Didon dans le destin de laquelle Énée n'apparaît pas du tout. Didon a le même destin que chez Virgile jusqu'au moment où elle fonde Carthage. Et lorsqu'elle est devenue une souveraine puissante, elle va être en but à une demande en mariage d'un chef barbare voisin qui veut la forcer à l'épouser sous la menace de la guerre. Elle fait semblant d'accepter cette demande, mais voulant garder la fidélité à son premier mari, elle va se suicider. Cette autre tradition est connue du Moyen-Âge. Elle ne transparaît pas tellement dans le roman d'Énéas, peut-être simplement par quelques allusions un peu concurrentes, mais elle est bien connue par Boccace, qui fait le choix de Justin contre Virgile très nettement et qui s'en explique longuement dans l'ouvrage qu'il a compilé, qui s'appelle De Claris Mulieribus, des femmes illustres, qui est traduit dans une traduction
du tout début du XVe siècle, Des nobles et claires femmes, traduction donc en moyen français. Et dans cette compilation, il va raconter l'histoire de Didon dans la version veuve fidèle, veuve chaste, et il va, sans s'expliquer sur ce choix, il fait comme si Virgile n'existait pas. Par contre, il va faire de Didon le paradigme de la veuve fidèle, et à propos de Didon, il va s'en prendre à toutes les veuves qui se remarient. Il y a tout un éloge de Didon assez long et assez circonstancié, qui reprend en fait les arguments des pères de l'Église, de Jérôme en particulier, pour expliquer pourquoi il ne faut pas se remarier. Si vous voulez, Didon, et là il y a quelque chose qui fait se croiser les destins de la Didon fidèle et de la Didon luxurieuse de Virgile, c'est le fait que, dans un cas comme dans l'autre, ce qui fait le trait particulier de cette femme, c'est sa fidélité. Fidélité qui la conduit à choisir la seule issue possible, à savoir le suicide. Elle est constante, elle ne change pas dans une certaine mesure, elle voue son amour et elle va jusqu'au bout de cette aventure amoureuse, quel qu'en soit le prix. On pourrait avoir l'impression que c'est une sorte d'événement objectif, indépendant de tout ce qui peut arriver, la mort, qui va permettre de rapprocher de cette manière des attitudes diverses de Didon, qu'elle soit fidèle à Psyché ou qu'elle soit luxurieuse en allant avec un nouvel époux que serait Énée. Je serais assez encline à réfléchir sur la belle image de la construction, de la fondation d'une ville, parce qu'il y a cette image, à la fois chez Virgile et chez l'auteur de l'Énéas, de l'interruption de la construction au moment où Énée et Didon, dans cette fameuse chasse qui les conduit dans une grotte dans laquelle ils vont se joindre, ils vont se rejoindre en même temps. Au moment où cet événement arrive, chacun des deux auteurs note que c'est le moment de l'arrêt des travaux de Carthage. Carthage cesse d'être construite parce que Carthage, c'était quelque chose de l'ordre justement d'un travail du deuil qui était en train de se faire, d'une commémoration lente. C'est un peu ce qu'Énée fera avec Rome. Et changeant brusquement, rompant ce deuil en train de se faire, elle arrête en même temps sa propre œuvre fondatrice, sa propre élaboration. Et je trouve que c'est une très très belle image, que cette idée de l'arrêt des travaux. On pourrait se demander si la véritable douleur de Didon, la douleur qu'on peut ressentir, ça ne serait pas justement la douleur d'être plusieurs à la fois, la douleur que Didon soit plusieurs à la fois, qu'elle soit en même temps la fidèle et la luxurieuse. Ça serait peut-être ça l'image de la douleur, d'être ambivalent. Elle est ambivalente, oui, je crois. Et de ce point de vue-là, elle est tout à fait dans la lignée de ce qui fait la caractéristique du roman médiéval, dans la mesure où je crois le roman réfléchit toujours sur des personnages qui sont complexes, qui sont à plusieurs niveaux. C'est une mort qui a plusieurs causes simultanément, et donc, mais une mort elle-même ambivalente ou polyvalente. Oui, sans doute. Il y a des paroles d'Anna, sa sœur, par exemple, qui joue sur l'opposition entre le mort et le vif, entre ces deux hommes, l'un qui est déjà outre-tombe et celui qui est bien vivant, celui qui peut lui donner un fils, parce que cette problématique est aussi présente dans l'histoire de Didon. Didon, qui n'a jamais eu de fils du premier mariage, montre bien que ce qui fait le relief de la Didon déchirée entre Énée et Psyché, c'est justement les multiples causes, les multiples lectures possibles en même temps de sa mort, parce que
de même qu'elle est honteuse aux enfers, on peut se demander si ce suicide est là à cause de l'abandon ou s'il est là à cause des remords, d'avoir rompu un vœu de chasteté. Et sans doute ces motifs, ça qui fait la beauté de la fable, comme dirait Macrobe, ces motifs-là s'additionnent pour effectivement porter peut-être la douleur à son point culminant. De Cavalli à Berlioz, en passant par Purcell, du XVIIe au XIXe siècle, le mythe d'Énée et Didon a été présent musicalement et il a été souvent adapté sur la scène de l'opéra. Bien sûr, en peinture, on s'est complu à l'expression de la douleur dans ce passage de la vie à la mort. Et le moment précis du suicide a été du goût des peintres. Le geste du suicide est presque une sorte de parole en peinture. Mais on imagine mal une telle insistance en musique. On imagine mal une insistance sur le moment où la parole manque, sur le silence précisément. Ou alors, ce pourrait être juste avant. Il y aurait un petit décalage. Ce serait la douleur qui précède l'acte. Et on ne peut qu'avoir le désir de savoir quel type de transformation, quel type de mutation il a fallu faire subir aux amours de Didon pour leur permettre d'accéder au chant. C'est dans ce creux, si je peux dire, entre le sentiment puissant qui, dans l'Énéide du reste, lui est envoyé par les dieux, et l'impossibilité totale de le réaliser, que peut se placer une intrigue d'opéra. Voilà. Donc, en ce sens, le mythe pourrait être fécond. Dans un autre sens, le dénouement est véritablement terrible. Et l'opéra, au XVIIe et au XVIIIe, a souvent du mal à accepter un dénouement semblable. De sorte que dans une des œuvres les plus belles, les plus représentatives du traitement de ce mythe, qui est l'Énée et Didon de Purcell, ou le librettiste de Purcell, n'a pas réussi à la faire se suicider. Il n'a pas pu. Et c'était trop terrible comme dénouement. Avant Purcell, et beaucoup plus audacieux encore que lui, Cavalli, par exemple, ne la fait pas mourir. Il ne peut pas la faire mourir, et il la jette dans les bras du rival africain, qui est dans l'Énéide, qui est Iarbas, le roi Iarbas, qui, à la fin de l'opéra de Cavalli, chante avec elle un grand duo d'amour. Elle est réconciliée avec la vie et avec l'amour. Donc on voit bien comment les librettistes se heurtent à ce dénouement qui est vraiment terriblement désespérant. Et voir la prima donna se poignarder a semblé donc au moins à ces deux musiciens impossible. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'au XVIIe siècle précisément, quand on voit par exemple le tableau de Voué, le grand tableau de Voué, il n'y a aucune gêne pour qu'on puisse assister à la mort même de Didon au moment où Iris vient lui arracher sa mèche de cheveux. Le sang même peut apparaître, peut couler, les marques du bûcher, donc les marques même de ce qui va arriver après la mort sont présentes. On a du mal à se figurer, aussi à une époque où la tragédie racinienne n'est pas spécialement, disons, pourvue de fin heureuse, on a du mal à se figurer les raisons pour lesquelles l'opéra, lui, refuse cette fin tragique de Didon. Je crois à cette époque-là, au XVIIe, puisque à peu près au même moment d'ailleurs où est fait ce tableau que vous évoquez, l'opéra, d'abord c'est un opéra italien, et on ne sait pas ce que Lully aurait fait du mythe. C'est un opéra italien. L'opéra, à cette époque-là, est un
un spectacle merveilleux. Un spectacle où il n'y a pas qu'une histoire, il y a de la danse, il y a de la musique, bien sûr, et il y a aussi une mise en œuvre du merveilleux par des machines qui font venir les dieux d'en haut, des enfers, qui font disparaître les personnages. C'est un lieu, c'est un spectacle total qui n'est pas une méditation du tout sur le tragique du destin. L'opéra de Cavalli n'a rien à voir avec un opéra de Corneille et même a fortiori de Racine. C'est pas une méditation sur le destin, c'est un travail sur le merveilleux que comporte une histoire. Or, l'histoire de Didon en comporte du merveilleux, puisque quand elle caresse pendant le repas où Énée raconte ses aventures, quand elle caresse doucement le fils d'Énée, elle ignore que Vénus l'a remplacé, le fils d'Énée, par son propre fils à elle, c'est-à-dire par Eros. Et elle caresse l'amour, donc, sans le savoir. Et parce que cette caresse, évidemment, le fluide amoureux va pénétrer en elle. Donc, il y a des dieux. On peut représenter l'arrivée de Vénus ou la surveillance de Vénus. Il y a Junon. Donc, tous les épiphanies ou les disparitions de Dieu sont possibles. Donc là, on entre totalement dans le programme de l'opéra. Le merveilleux, la mise en scène du merveilleux. Pour la mort, c'est une rupture, c'est ressenti comme une rupture avec ce spectacle total de l'enchantement. Et on préfère éviter, dans d'autres opéras de Cavalli toujours, ou dans d'autres opéras contemporains, on va imaginer que les héros qu'on est obligé de tuer quand même quelquefois, parce que le mythe est contraignant, ces héros vont monter au ciel et devenir des dieux. La mort n'étant que le passage vers l'éternité. Ce n'était pas possible pour Didon, il n'y a aucun support dans les textes pour elle. Donc la tentation est de ne pas la faire mourir pour que reste intact l'enchantement. Je crois que c'est la raison. En revanche, au XVIIIe siècle, le grand librettiste Métastase, dont l'œuvre assez considérable en nombre de livrets va inspirer la totalité du siècle, le grand librettiste, lui, défend la noblesse de l'opéra. Et dans une époque où la tragédie est en crise, il récupère, au contraire de Cavalli, il récupère le tragique pour le mettre sur la scène. Et on retrouvera alors à ce moment-là une Didon abandonnée qui, en effet, ira jusqu'à la mort. Mais là, l'opéra a totalement changé d'optique. Il est devenu une méditation sur la terreur, la pitié, à la manière d'Aristote, dont Métastase se recommande de façon très claire. Et puis, le XVIIIe siècle a aimé représenter la grandeur de la femme face à l'homme, et cela par la mise en valeur de la faiblesse morale de l'homme. La femme serait en quelque sorte la pierre de touche de la faiblesse masculine qui est incapable de s'affronter sereinement à ses propres désirs. Et dans ces conditions, la femme se trouve grandie d'être abandonnée et de réfléchir sur cet abandon. Cet abandon est l'épreuve, je dirais l'épreuve qualifiante de l'héroïsme féminin. Il est sûr qu'il y avait d'autres formes d'héroïsme pour Didon. Par exemple, la fidélité intransigeante à son premier mari. Mais là, toute histoire cesse. Et précisément, ce qui est intéressant dans cette histoire, comme dans celle de Médée ou celle d'Ariane, c'est que ces femmes ont, dans l'histoire où elles sont prises, ont une fonction précise, qui est d'aider le héros à remporter une épreuve. Énée est dans une situation terrible, il a perdu une partie de sa flotte, il faut se refaire, et elle est là comme adjuvante. De même que Médée est là pour aider Jason à tuer le dragon, de même que Ariane, par exemple, est là pour conduire Thésée au labyrinthe, et l'en faire sortir surtout. Mais structurellement, je dirais, ces femmes ont fini leur mission lorsque l'épreuve est accomplie. Et intervient le drame, tragédie ou opéra ou lyrique, intervient le drame quand elles s'impatronisent, enfin elles s'installent dans un discours, dans une histoire qu'elles doivent quitter.
Et au fond, c'est dire le tragique autrement, c'est le dire en termes de littérature. Et c'est bien là ce que sent l'opéra. Il y a Maldon au départ. Il y a une intrigue, et il est clairement précisé que Didon doit aider Énée à ce moment-là. Les divinités sont d'accord. Et malgré elle, elle s'installe dans cette histoire. Elle est celle qui reste là où elle devrait disparaître. Et le malheur veut qu'elle finira par disparaître, mais trop tard. Trop tard pour son bonheur, mais de façon très opportune pour sa grandeur. Même dans Purcell, elle ne se suicide pas dans Purcell. Je pense que c'est parce que c'était fait pour un collège de jeunes filles. C'était trop terrible. Donc elle ne se suicide pas. Mais elle se dissout, elle se dilue. Elle meurt et la musique, le dernier chant de Didon, qui est quelque chose d'absolument superbe, est une progressive dissolution de son être vers le néant. Et elle a ce mot que vous vous rappelez peut-être, « Souvenez-vous de moi, mais oubliez mon destin ». Remember me, but forget my fate. Voilà. Oubliez mon destin et souvenez-vous de moi. On sent bien là l'intérêt du personnage avec la cassure, si l'on peut dire, entre sa personne et le destin. Elle reste l'image absolue de l'abandon, de la femme abandonnée. Du reste, les opéras s'appellent presque tous Didone abbandonata. Le héros n'y figure pas. Il est le faire-valoir, et l'instrument, en fait. Il est l'instrument envoyé par le ciel pour que cette femme accomplisse son destin. Je pourrais peut-être rajouter quelque chose sur ce qui a disparu de toute cette tradition dans l'opéra, et en général de la tradition, parce que c'est très très lié à l'histoire romaine. Tout ce qui a disparu, c'est la relation de Didon, Énée, d'un côté, et de Carthage et de Rome de l'autre côté. Car avant de mourir, elle le maudit. Mais elle le maudit lui et sa descendance, et elle attend un vengeur. Or, ce vengeur, il va arriver. Ce sera Hannibal. Et on a donc tout un enchevêtrement là, de temporalité qui fait que l'histoire romaine la plus réelle, enfin l'histoire connue et marquée par ces guerres puniques terribles, cette histoire-là prend racine dans la passion de Didon. C'est de Didon que va naître la guerre, que va naître Hannibal, et se repose la question, l'offense méritait-elle une telle malédiction sur une race, sur une histoire, car ces guerres puniques sont ressenties comme le grand drame de l'histoire romaine. C'est l'épreuve qualifiante aussi pour la grandeur romaine. Et alors on retrouve cette ambiguïté-là aussi dans l'analyse historique. Elle est coupable d'avoir suscité Hannibal, mais sans Hannibal, Rome aurait-elle été aussi grande? Et on retrouve donc, et en cela, donc, on voit bien qu'en cela, du reste, l'interprétation à l'opéra est peut-être plus intéressante que sur une scène tragique, où du reste, les Didons sont moins nombreuses que sur la scène lyrique, parce que la musique, l'artifice du chant, permet de ne pas résoudre les questions, de ne pas les poser, même pas les poser, et en tout cas pas de les résoudre. On les laisse dans leur complexité, dans leur multiplicité, le tout étant uni dans le lamento musical, ce qui est très net chez Purcell, et ce que l'on retrouvera chez les musiciens qui travaillent sur Métastase. Dans l'opéra ou dans le lamento, on passerait, pas directement, mais presque directement, du récit mythique, indépendamment des paroles, au chant de ce récit mythique, avec simplement la parole pour permettre l'expression de la profondeur de ce mythe. Oui. Et on échapperait ainsi à tout ce que la langue a de contraignant, à tout ce que
la loi des genres de contraignant, dans la tragédie en particulier. Par le chant et la musique, on échappe à énormément de contraintes et on arrive, au fond, à l'essentiel, peut-être comme vous dites, au mythe primordial réduit à sa plus simple expression, une fois enlevé toutes les fioritures que sont les épisodes, les analyses psychologiques, enfin tout ce que le récit mythologique ajoute au départ mythique, au point de départ mythique. L'opéra retrouve cette simplicité, cette purification à la fin, précisément parce que la langue y est moins contrainte. En revanche, les contraintes musicales existent aussi, hein. Mais là, et puis elles passent, les contraintes musicales. Elles passent, elles passent dans une écoute. Tout cela est écrit à une époque où on n'imagine pas qu'il y aura un jour des disques et qu'on va fixer la chose, hein. On passe. Et la réalisation spectaculaire est en soi unique, à l'inverse de théâtre où on peut recommencer sur le même texte. La qualité de la prestation de la voix est éphémère. Donc on arrive vers une sorte d'intériorisation plus grande, je crois, oui, plus grande de ce que dit profondément le mythe. Et le mythe ne dit pas grand-chose, en fait. Il dit qu'une femme abandonnée souffre. Le mythe dit l'indicible douleur. Voilà, l'indicible douleur. Et comme on ne peut pas la dire, cette douleur, on peut peut-être la chanter. Et on peut imaginer même, en suivant le cheminement du traité du sublime, on peut imaginer même qu'au-delà de l'opéra, il y aurait pure musique, sans plus de voix même, hein. Pure musique qui rendrait cet indicible, pour arriver au terme du sublime, à ce à quoi arrive Didon dans l'Énéide, non pas dans le chant 4, mais dans le chant 6, c'est-à-dire au pur silence, hein. Et le plus beau rôle de Didon, c'est ce rôle aux enfers, où, revoyant cet homme, elle ne lui dit rien, hein, rien du tout, car il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, et on ne sait même pas si elle se tait parce que sa souffrance est indicible. On ne sait pas si elle souffre, on ne sait rien. On sait qu'entre eux, désormais, c'est le silence. Si l'Énéide n'a pas eu la chance au XVIIe siècle de trouver son Racine ou son Corneille, il n'en reste pas moins que les aventures de Didon et Énée ont eu les honneurs de la scène tragique. Et cet engouement va se poursuivre au XVIIIe siècle et même au XIXe siècle. Les besoins de la tragédie ont en général amené les dramaturges à attribuer à Didon et à Énée la même qualité d'amour et à insister sur le conflit entre cet amour réciproque et un destin contraire. Ce qui est évidemment une manière de distendre la tension qui avait été installée par Virgile entre Rome et Carthage. C'est une sorte de trahison de Virgile, bien sûr. Il est assez curieux de s'arrêter, ne serait-ce qu'une seconde, sur la Didon chaste de Bois-Robert. C'est une pièce de 1143, dans laquelle, si Didon se suicide, ce n'est pas par dépit amoureux, mais alors vraiment pas du tout, c'est tout simplement pour échapper aux avances d'un autre prétendant, le prince Iarbas. Comme quoi, le suicide peut être vu de manière optimiste, un suicide qui serait une sorte de gage de fidélité à Psyché, l'époux défunt. Mais c'est bien sûr là une exception qui ne doit pas nous empêcher de considérer la tension entre amour et destin qui constitue la trame de la plupart des tragédies. Je crois qu'on pourrait dire, en ce qui concerne la mort de Didon, son suicide, qu'il y a 3 catégories de tragédies. Il y a celles qui sont très proches de Virgile, dans lesquelles Didon meurt animé d'un sentiment qui est à la fois de désespoir et de colère. Elle meurt en maudissant Énée, elle meurt en appelant sur lui toutes sortes de malédictions qui se concrétiseront d'ailleurs par les guerres puniques, n'est-ce pas,
c'est Hannibal qui sera le vengeur de Didon en punissant les Romains descendants d'Énée. Donc là, on est dans la Donc tradition de là, Virgile. on est dans la tradition virgilienne. Ça se trouve par exemple dans la tragédie de Scudéry en 1583. Ça se trouve chez Jodelle, qui est le premier à avoir traité le mythe. Ça se trouve chez Alexandre Hardy en 1624. Avec tout de même, c'est intéressant, chez Alexandre Hardy, il y a malgré tout un bonheur de Didon mourant. Il y a une espèce de synthèse entre ce qu'avait montré Bois-Robert et puis la tradition virgilienne. En mourant, eh bien, Didon a l'impression d'une libération et elle éprouve la joie de retrouver son époux. Et c'est assez étonnant parce que Alexandre Hardy est le seul qui, effectivement, opère cette synthèse entre les deux morts de Didon, celle de Virgile et puis celle de la version antérieure à Virgile. Donc elle se libérerait de C'est sa ça. passion C'est ça. vicieuse, Voilà. on peut dire. Oui, oui. Voilà. Oui. Et ça se termine, elle dit, s'adressant à son époux, « Nous serons à jamais et heureux et contents ». Alors là, c'est une Didon qui est très différente de la Didon désespérée qui était celle de Virgile. La libération par la mort. C'est ça. C'est ça. Alors, il y a d'autres tragédies dans lesquelles ce qui est au premier plan chez Didon, c'est véritablement l'esprit de vengeance. C'est plus que le désespoir, c'est l'esprit de vengeance. Et on la voit en particulier chez Montfleury en 1673 ou chez Madame de Saintonge en 1693. On la voit cette fois absolument furieuse contre Énée et déterminée à tirer de lui une vengeance exemplaire. C'était le cas chez Virgile, mais c'est renforcé encore par ses écrivains. Et puis il y a une troisième catégorie de pièces, et je crois que c'est peut-être la plus intéressante, parce que c'est celle qui renouvelle le plus la signification de la mort de Didon. Ce sont les pièces dans lesquelles Didon pardonne. Pardonne à Énée. Chez Virgile, Didon ne pardonne pas. On a l'impression, à la fin, juste avant de commettre le geste fatal, qu'elle s'attendrit, qu'elle s'adoucit un peu. Et Jacques Perret, dans son commentaire de l'Énéide, se demande s'il n'y a pas une tentation du pardon, mais Virgile ne va pas jusque-là. Non, d'ailleurs, la rencontre de Didon et Énée Aux enfers montre montre- bien qu'elle est absolument, Voilà, effectivement, voilà. glaciale, elle refuse de le regarder, etc. Alors qu'il y a deux tragédies françaises. Il y a celle de Lefranc de Pompignan en 1734 et il y a celle de Marmontel, qui est une tragédie lyrique d'ailleurs, en 1783, dans lesquelles Didon finalement s'humanise, s'adoucit et pardonne à Énée. Elle pardonne en mourant, et ce pardon est quelque chose de très beau. Il y a naturellement les imprécations, il y a les malédictions, là la tradition virgilienne est respectée, mais à la fin, in extremis, il y a le pardon. Par exemple, elle s'adresse chez Lefranc de Pompignan à Énée en lui disant « Toi qui ne m'entends plus, adieu mon cher Énée, ne crains point ma colère, elle expire avec moi, et mes derniers soupirs sont encore pour toi. » De la vengeance au pardon, la distance est extrême. Il y a une sorte de montée de la douceur qui, évidemment, tranche extraordinairement avec la trame mise en place par Virgile. Ça va jusqu'à la trahison suprême de Virgile, si je puis dire, c'est-à-dire que Didon ne meurt pas. Et ça, c'est au XVIIIe siècle. Et on voit ça apparaître en particulier, alors en 1776, dans une tragicomédie, disons, dont l'auteur est un certain Lefuel de Méricourt, qui était avocat au Parlement. Et alors, il a imaginé un prodigieux happy end. Non seulement Didon ne meurt pas, ne se suicide pas, mais Énée décide de rester à Carthage, il épouse Didon, et alors la pièce se termine dans une fête, une liesse générale, c'est le triomphe de l'amour, très exactement, on peut sous-titrer ça le triomphe de l'amour, c'est de la mythologie fiction, on peut se demander, on peut s'interroger sur les conséquences vertigineuses, évidemment, d'une pareille imagination, parce que Énée, devenant roi des Carthaginois, Rome n'est pas fondée, le peuple romain n'existe pas, et la suite de l'histoire est complètement bouleversée. Et c'est une trouvaille tout de même, mais on sent bien que effectivement ce suicide de Didon au XVIIIe siècle, il choque. Donc on l'adoucit d'une manière ou d'une autre, et on finit même par le supprimer complètement. Donc on préfère fabriquer une sorte d'anti-destin à cette époque. Exactement.
Puisque je crois que Exactement. dans ce cas-là, même de le Fuel de Méricourt, Didon et Aîné se connaissaient avant l'arrivée d'Aîné à Carthage. Voilà, ils avaient Ce qui brise. flirté, ils Voilà. avaient flirté dans le temps quand ils étaient jeunes et ils avaient l'occasion de se rencontrer. Tout à fait. Voilà. Oui, alors là, bon, on peut en sourire naturellement, mais après tout, pourquoi pas Non, mais il est intéressant de constater qu'on n'hésite pas à briser le destin. C'est ça. C'est une chose tout de même très intéressante. Exactement, exactement. Très, très intéressante. Et alors, est-ce que ensuite, au XIXe siècle, on peut trouver une postérité encore Ben, on en trouve, je vous le disais, mais essentiellement dans le domaine germanique. Il y a bien entendu les Troyens de Berlioz, bien sûr, mais dans le théâtre proprement dit, c'est terminé. En France, en Angleterre, pratiquement à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'en Allemagne, ça ne commence pas, ça avait commencé avant, mais ça prend un essor extraordinaire. Alors maintenant, si on en arrive à ce destin étrange du destin de Didon, dans le cadre de l'opérette, Ou alors c'était une opérette qui voit le jour en 1886, son auteur s'appelle Adolphe Belot. Elle est exactement dans l'esprit de la Belle Hélène, c'est tout à fait ça. Alors là, naturellement, Didon ne meurt pas, elle est guérie in extremis par Cupidon, qui retire de son cœur la flèche qui lui avait enfoncée et qui l'avait rendue éperdument amoureuse d'Aîné. Et alors, Aîné s'en va, ça n'est pas du tout comme chez Le Fuel de Méricourt, Aîné ne reste pas à Carthage, il part, mais Didon le voit partir dans une indifférence totale, et elle participe à la liesse générale qui accompagne le départ de la flotte troyenne. Et ça, c'est évidemment une conclusion optimiste et amusante. c'est une conclusion optimiste. Et après l'antidestin, c'est une ridiculisation du destin. C'est exactement. Mais la conclusion, à mon avis, la plus optimiste et que je connaisse à ce mythe, elle n'est pas dans une œuvre théâtrale, on la trouve chez Jules Lemaître en 1905. Alors là, c'est la fin en France du mythe d'Aîné et Didon, dans un bouquin intitulé En marge des vieux livres, où Jules Lemaître s'amuse à renouveler, souvent à parodier les mythes antiques. Alors là, il nous montre Didon se suicidant, mais survivant à sa tentative de suicide. Elle est guérie par sa sœur Anna. Elle finit par retrouver la santé et Jules Lemaître imagine qu'elle épouse le prince numide Iarbas. Et que entre les bras robustes, dit-il, de Iarbas, eh bien, elle oublie complètement Aîné. Et quand on lui rappelle Aîné, elle se souvient vaguement qu'effectivement, elle a rencontré ce monsieur dans le temps, mais elle a trouvé des joies plus solides entre les bras du prince numide. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est le mythe vu d'un point de vue thérapeutique. Elle se guérit du suicide et elle se guérit de l'amour grâce à Iarbas. Exactement, c'est ça. C'est la médecine. C'est ça, voilà. Alors là, évidemment, bon, il y a bien entendu le chant 4 de l'Énéide n'est plus qu'un prétexte, mais un prétexte qui est magistralement utilisé. Mais là aussi, c'est tout de même une manière de ridiculiser le destin en donnant à penser qu'au fond, le destin, c'est quelque chose qu'on peut ne pas subir. Exactement, tout à fait. Parce qu'il faut prendre aussi la plaisanterie Tout à d'un fait. point de vue sérieux parfois. C'est ça. Et c'est que c'est quand même C'est fondé sur une position très, très ferme, si on peut dire. Alors ça avait été préparé peut-être tout cela par un texte assez étonnant qui a été écrit par Scudéry en 1646 et qui est différent, naturellement, distinct de sa tragédie. C'est un texte, c'est un commentaire poétique, un commentaire en vers d'un tableau attribué à Léonard de Vinci et un tableau intitulé « Didon qui se tue ». Alors dans ce texte tout à fait curieux, Scudéry interpelle Didon. Il feint de s'adresser à elle, il lui demande d'arrêter son geste suicidaire, il lui demande de l'arrêter au nom des valeurs qui s'accordent à son état de reine, notamment de la maîtrise de soi. Et alors, Scudéry feint de croire à la possibilité d'empêcher le suicide, il arrête le temps, il ouvre la porte à un possible happy end. Et c'est peut-être cela qui a pu donner à d'autres auteurs ultérieurement l'idée, effectivement, comme vous le dites, que le destin peut être renversé et qu'il n'est pas inéluctable. En définitive, au fond, dans toute cette espèce de chronologie qu'on vient de voir, c'est le suicide qui est la pierre d'achoppement générale. Ah oui, effectivement. Et c'est le suicide qui fait peut-être aussi d'ailleurs l'originalité de Didon parmi toutes les grandes héroïnes malheureuses de la mythologie. Les deux grandes héroïnes trahies, eh bien les deux autres, c'est Ariane d'une part et puis c'est Médée.
Bon, Ariane ne se suicide pas. Ariane, finalement, elle connaît une hiérogamie. Elle devient l'épouse de Dionysos. Et Médée ne se suicide pas non plus. Médée se venge. Elle se venge de manière atroce, bon, avec l'infanticide, etc. Et Didon, elle se suicide. Elle est la seule. Et c'est vrai qu'au fond, dans l'Antiquité, le suicide est surtout quelque chose de viril. C'est un acte viril. Les grands suicidés de l'histoire ou de la mythologie, pensons à Héraclès par exemple, ce sont des hommes. Didon est un petit peu l'exception. Et c'est ce qui fait sa singularité. C'est ce qui fait peut-être aussi que son mythe ou sa légende a été productif à ce point. Euh, Est-ce que c'est ce qui fait qu'on ne l'a jamais étudié dans les classes? Est-ce que ça ne serait pas le fait d'un certain moralisme qui, d'une part, détesterait le suicide et d'autre part, détesterait le fait que le véritable héros, dans ce cas, ce n'est pas Énée, mais c'est Didon? On peut se poser la question, effectivement. On peut se poser la question. Je crois que ça tient peut-être, en effet, à ce que cette pièce s'achève sur un suicide. C'est sa particularité, cette pièce, cette légende, veux-je dire. Et je pense que ça a joué, au moins dans l'inconscient, que ça joue peut-être encore aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que Énée et Didon, étant des représentants l'un de l'Occident et l'autre de l'Afrique, il n'y aurait pas aussi quelque chose là d'un peu trouble qui empêcherait d'assumer pleinement cette difficulté d'un suicide africain face à un destin occidental? Alors là, bon, il faut nuancer un petit peu ce que vous dites. Est-ce que Énée représente l'Occident? Oui et non. Énée est aussi un oriental, puisque Énée vient de Troie, qui est tout de même une ville orientale. Enfin bon, on peut dire qu'effectivement, dès lors qu'il est l'ancêtre du peuple romain, bon, il représente l'Occident, alors que Didon représente l'Afrique. Alors là, bien entendu, c'est une lecture en quelque sorte géopolitique du mythe qui a été proposée en particulier par Léopold de Sédar Senghor dans un magnifique poème consacré à Didon et dans lequel il montre en elle l'Africaine qui a oublié d'entendre le son du tam-tam et qui a trop regardé vers l'Occident. Cela a été aussi montré dans un film admirable qui est dû à une cinéaste napolitaine, Lina Mangiacapre, qui a publié un film qui n'a absolument rien d'un péplum, c'est vraiment du cinéma d'art et d'essai, un film intitulé Didone non è morta, Didon n'est pas morte. Et elle montre effectivement que Didon représente à la fois l'Afrique, trahie par l'Europe, mais elle représente aussi les valeurs féminines qui sont trahies, bafouées par les valeurs masculines et viriles que représente Énée. Lina Mangiacapre est une cinéaste d'inspiration fondamentalement féministe. Elle donne beaucoup dans ce qu'on appelle en Italie le cinéma al femminile, et elle a donné une lecture donc à la fois géopolitique et féministe de ce mythe. C'est un film superbe dont on aimerait qu'il repasse plus souvent sur nos écrans. Mais ça, c'est très intéressant, cette liaison du féminisme et de l'Afrique. Ce n'est pas une chose si fréquente. Ah, c'est pas une chose fréquente du tout, non, effectivement. Et c'est peut-être, au fond, c'est peut-être une occasion de réflexion plus profonde sur les relations toujours difficiles entre l'Afrique et l'Europe. C'est vrai, absolument. En tout cas, c'est sans aucun doute le renouvellement le plus profond du mythe qui ait jamais été opéré. Alors, ça a conduit à se poser une question. Le mythe peut-il encore être renouvelé? Est-ce qu'il a jeté ses derniers feux? Est-ce qu'il a donné tout ce qu'il était susceptible de donner? Bon, la question est posée, mais c'est vrai qu'on a vu avec le poème de Senghor, avec le film de Lina, avec quelques autres œuvres contemporaines, on a vu la possibilité tout de même de trouver encore des lectures nouvelles et donner un sens nouveau à cette très vieille légende. Et puis on voit que, par exemple, en ce printemps 1995, lorsqu'on ouvre une exposition sur Carthage, la première salle est totalement donnée au mythe de Didon et au mythe de la mort de Didon, puisque c'est un tableau de Voué qui ouvre l'exposition. C'est exact, vous avez raison. Et il faut dire peut-être davantage aussi, c'est qu'il y a une présence de Didon dans la Tunisie contemporaine. C'est une chose qu'on oublie parfois. Bien entendu, l'archéologie en quelque sorte punique de la Tunisie a été un petit peu effacée, occultée par l'arabo-islamisme évidemment. Mais malgré tout, en Tunisie, Didon n'est pas morte. On la connaît encore sous son nom punique de Elissa, n'est-ce pas? On ne l'appelle pas Didon, bien que ce soit également, semble-t-il, un nom d'origine punique. On l'appelle plutôt Elissa. Mais elle est encore présente et là, il y a aussi une source de renouvellement possible.
Donc, ce qui serait assez naturel, c'est que le renouvellement viendrait des origines. Le renouvellement viendrait d'Afrique et je crois que ça serait une très belle leçon qu'elle pourrait nous donner. Aussitôt, frémissante, farouche de sa terrible résolution, Didon, des lueurs sanglantes dans les yeux, les joues tremblantes et marbrées, pâle de sa mort prochaine, se précipite à l'intérieur de son palais, gravit d'un élan désespéré les hauts degrés du bûcher et tire l'épée du Dardanien. Ah, ce n'était pas pour cet usage qu'il lui en avait fait présent. Elle a regardé les vêtements d'Ilion et la couche si familière. Elle a donné un instant aux larmes et aux rêves. Puis elle s'est jetée sur le lit et elle prononce ces dernières paroles. Le moment de la mort de Didon est un espace de l'excès. Excès de sentiments, excès d'amour, excès de vengeance, excès de dépit. Mais Didon va couvrir son suicide d'un mensonge. Elle va feindre un bûcher destiné à tous les souvenirs d'Énée qu'elle possède. Et elle prétend qu'avec l'aide de la magie, soit Énée lui reviendra, soit son amour pour Énée mourra. Mensonge qui va la laisser seule, absolument seule, face au destin qu'elle doit assumer. Et seule, elle peut aller au bout de sa souffrance, et elle peut maudire Énée et toute sa descendance. Mais la mort va-t-elle mettre fin à cette horreur? Évidemment non. Et lorsque Énée, descendu aux enfers pour aller consulter son père Anchise, retrouve Didon, l'horreur reste extrême. Didon morte, désormais condamnée à errer dans ce qu'on appelle les champs des pleurs, là où se trouvent tous ceux que l'amour a éprouvés, Didon est une présence absolue face au pauvre mot d'Énée. Elle ne lui répond pas, elle reste silencieuse devant lui. Stat Marpesia Cautes, elle est comme une image de marbre, une image de pierre. Et au bout d'un instant, elle se détourne et elle va rejoindre parmi les myrtes son époux qu'elle a retrouvé. Bon, ben naturellement, elle est en colère contre lui. Elle est fâchée, elle ne l'aime plus. Elle le montre bien. Virgile d'ailleurs le fait presque croire. Mais il est évident que c'est le contraire. Elle aime toujours. Et par conséquent, sa révolte, sa très profonde révolte, c'est la révolte de l'amour brisé. À la fois de la toute-puissance et de l'échec de l'amour. Vous savez, amor omnia vincit, disaient les bucoliques. Et elle le disait aussi en présentant une sorte de condamnation de la poésie amoureuse. C'était à propos du poète Gallus. Gallus n'avait pas réussi à garder auprès de lui celle qu'il aimait, la belle Lycoris. Et alors il était tout triste, assis au pied d'un rocher, et tous les dieux venaient le voir et lui conseillaient de se calmer. Il répondait « Omnia vincit amor en nos, quedamus amori » et nous aussi cédons à l'amour. Et puis il y a l'histoire d'Orphée. Orphée, qui lui aussi était un poète d'amour, qui par la puissance de son chant a su attirer Eurydice jusqu'au rivage de la lumière, mais là, précisément parce qu'il était possédé par un chant d'amour, il s'est bien vite retourné pour la voir, et par son chant d'amour, il l'a ainsi rejeté dans la mort. Encore une fois, la poésie, c'est le chant de l'amour, et la poésie tue. Et il faut essayer de trouver une solution. Cette solution, ce ne peut être que la purification. Ça ne peut être que le sacrifice et la piété. La vision de l'abîme dans la vision de la pureté. C'est ce qui est dit dans les Géorgiques. Mais en réalité, c'est ce qui annonce exactement la psychologie de l'Énéide, psychologie qui commence dans l'aventure d'Énée à Carthage et qui finit dans la rencontre de Didon aux enfers et par cette expérience de l'amour dans la mort.
Voilà comment je vois l'histoire de cette révolte, qui est plus qu'une révolte, qui est, dirais-je, d'une certaine façon, la fidélité au malheur. Et même lorsqu'il semble que les circonstances soient heureuses, le bonheur apparent n'est qu'un leurre propre à servir le cours du destin, un destin mis en place par les dieux, ou bien un destin qui se trouve tout simplement dans le cadre de la querelle entre les dieux, comme si ce destin n'était que la conséquence de forces qui dépassent nécessairement les forces des individus. Et il en va ainsi aussi de la consommation de l'amour entre Didon et Énée. Didon et le chef troyen arrivent sous la même grotte. La terre et Junon l'Hyménéenne donnèrent le premier signal. Des feux brillèrent dans le ciel complice de ces noces, et sur le haut des montagnes, les nymphes hurlèrent le chant nuptial. Ce fut le premier jour des malheurs de Didon, la première cause de sa mort. Ni les convenances, ni le souci de sa gloire ne l'émurent. Ce n'est plus un amour clandestin qu'elle couve dans son cœur. Elle l'appelle un mariage, et ce mot lui couvre sa faute. Cela dit, l'amour lui est interdit. Il lui est interdit par l'exigence des dieux. Et il est dans les dieux qui ont commencé d'ailleurs par le tromper et par tromper Didon, qui ont favorisé un faux mariage. Lorsque, à l'occasion d'une chasse, ils se sont rencontrés dans une grotte, les dieux qui les ont jetés dans les bras l'un de l'autre pour éviter que les Troyens, épuisés par des tempêtes, ne soient détruits quand ils toucheraient au rivage, pour leur permettre de se refaire une santé. Les dieux aussi qui ont procédé de la sorte dans le cas de Junon qui n'aimait pas Énée, parce qu'elle espérait le retenir en Afrique et l'empêcher de fonder Rome, par conséquent empêcher que Troie ne soit vengée, de telle sorte que toutes les grandes forces cosmiques sont des forces en conflit qui rusent avec les hommes. Et puis les hommes se promènent avec leur liberté un peu dérisoire, qui est surtout une liberté de souffrir et quelquefois une liberté d'agir héroïquement au milieu de ces jeux divins. Et c'est l'image que nous offre Virgile. Ce sont tout de même deux sortes de souffrances différentes que celle d'Énée et celle de Didon, et qui précisément dans cette rencontre aux enfers se traduisent très différemment par un discours tout de même assez banal de la part d'Énée et par une réponse beaucoup plus majestueuse, si j'ose dire, Didon qui ne dit rien et qui s'en va. À ce niveau, Énée est lamentable. Je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il souffre quand même. Et surtout, qu'il manifeste l'insuffisance du héros, n'est-ce pas ? Le chêne dans la tourmente, à laquelle il résiste mal. Mais il ne peut rien faire, hein, entre parenthèses. Ça n'empêche pas que sa souffrance est ridicule et qu'elle est déplaisante, d'une certaine façon. L'image d'Énée et Didon, et particulièrement l'image de Didon, ont débordé le simple siècle d'Auguste. Et je crois que, bien sûr, l'Énéide servait dans les écoles, simplement pour apprendre le latin. Et on a également de nombreux manuscrits, même des manuscrits enluminés, et qui sont autant de commentaires figurés du texte de Virgile. Moi je repense à un manuscrit de l'Antiquité tardive, le Vergilius Vaticanus, où on trouve notamment cette mort de Didon figurée de manière extraordinaire, et dans laquelle, sur la gauche de l'image, une porte fermée et qui n'obéit pas à la vision perspective générale de l'image, donne l'idée de cette solitude absolue de Didon au moment où elle choisit de mourir et au moment où tous les éléments sont là pour l'obliger à mourir. Et ça, c'est une chose tout à fait étonnante, c'est que dans cette image, la structure même de l'image amène, avant que Didon n'enfonce le glaive dans son cœur, amène à penser, par la dissymétrie, par une sorte de déplacement, à penser qu'elle va
elle va se tuer, donc elle est amenée à commettre ce geste. Donc, ça c'est un simple exemple de l'Antiquité tardive, mais aussi bien au XVIe siècle, au XVIIe siècle, et après on a une postérité, on a une sorte de manière de traduire cette aventure très, très complexe de Didon et d'Énée. Alors peut-être serait-il bon de comprendre de quelle manière d'autres époques peuvent se situer par rapport à cette aventure qui était tout de même si intégrée au temps d'Auguste et qui dépasse le temps d'Auguste. Cela est vrai d'abord à l'époque des Latins eux-mêmes, car le mythe de Didon, nous avons choisi, j'ai choisi jusqu'ici, de parler uniquement de la Didon de Virgile, avec sa cruauté, avec sa violence, avec sa mort. Mais il y a une autre Didon qui est extrêmement importante dans l'histoire de la culture occidentale, qui a joué un aussi grand rôle comme source de poésie, à ceci près qu'elle était elle-même dans une mesure fondamentale, puisque tout partait de Virgile, qu'elle était donc inspirée par l'Énéide. C'est la Didon des héroïdes d'Ovide, qui, selon la convention qui est celle des héroïdes, est une héroïne qui écrit une lettre à son amant avant de mourir, la lettre de celle qui va se suicider. C'est dans cette lettre qu'apparaissent d'une part certaines images que Virgile a négligées, qu'il a rejetées, l'image du cygne, l'image de la mort du cygne, le cygne au bord méandrien, la courbe de son col blessé, la courbe du fleuve, la courbe de la chevelure, la faiblesse gracieuse. La faiblesse gracieuse, vous pouvez la chercher chez le Didon de Virgile. Il y a bien ce moment de faiblesse où elle regarde le col penché, tout à fait au début, mais ensuite c'est la fierté royale qui l'emporte. Et c'est une reine, dis donc, c'est une reine orgueilleuse qui ne supporte pas qu'on la méprise, qui le supporte d'autant moins, bien sûr, qu'elle est privée de l'amour. La Didon d'Ovide, c'est une femme modeste qui supplie, qui trouve toutes sortes de mots pour dire, elle lui dit « reste 3 jours, attends qu'il fasse beau, en ce moment il y a des tempêtes sur la mer, la moindre algue peut retenir ton vaisseau, après tu feras ce que tu voudras ». Enfin, elle essaie de minimiser les choses. Elle parle comme une femme modeste qui cherche tous les moyens. La déclamation, c'est aussi cela. L'imitation des faiblesses de la psychologie, ce n'est pas Sophocle, c'est Euripide. Et cette autre image de, disons, la femme délaissée, Madame tout le monde délaissée, c'est celle que propose Ovide en y introduisant la grâce justement de la déclamation d'un art qui est beaucoup plus analogue à celui de Giraudoux, par exemple, qu'à celui de la tragédie grecque, proprement dite. Alors, c'est un premier aspect. Même à l'époque antique, le mythe de Didon hésite continuellement entre ces deux aspects, l'aspect de la fierté furieuse, l'aspect de la douceur blessée. L'une et l'autre création portant bien sûr en elle les deux aspects, mais avec une répartition des nuances qui n'est pas tout à fait la même. C'est une des constantes, douceur, douleur, grandeur, qui a traversé les siècles, en partie parce qu'elle avait été créée par de grands rhéteurs, par de grands poètes, en partie parce qu'elle était peut-être une certaine plongée dans l'être de l'humain, et que la poésie touchait là un de ses aspects essentiels. Le mythe, c'est toujours la description des structures majeures de la condition humaine. Alors cela, bien sûr, on pourrait insister, développer encore, apparaît à la Renaissance. On pense à Armide, bien évidemment, qui elle aussi se rencontre avec un Énée, mais dont la solution est tout autre. Car Armide, d'abord, premier point, c'est une fée. Elle est surhumaine. Et c'est une fée qui est réduite à l'humain. Deuxièmement,
quand elle est réduite à l'humain, et cela manifeste la supériorité de Renaud, eh bien, elle se convertit. C'est-à-dire que la dimension chrétienne vient s'adjoindre pour elle à la dimension fantastique, à la dimension féerique. Retrouver l'humain dans le féerique par le chrétien. C'est un beau programme, me semble-t-il, pour un homme de la Renaissance. Et enfin, le dernier exemple que je donnerai, ce sera un texte pour lequel j'ai une bien grande affection, c'est la Bérénice de Racine. Bérénice, c'est une Didon sauvée. Elle aussi, elle est abandonnée par un chef romain. Tout se retrouve encore un de ces Romains un peu lourdeaux qui se croit obligé d'obéir à l'impératif social. Les sénateurs lui ont dit « il faut quitter Bérénice, jugulaire, jugulaire, et quitte Bérénice ». Le problème est alors de savoir si Bérénice va se suicider et si Bérénice va le détester. Et toute la tragédie porte là-dessus, en réalité. Savoir si on peut garder l'amour autrement que Didon ne l'a gardé aux enfers. C'est-à-dire si on peut découvrir en soi la résignation par amour. C'est ce que fait Bérénice. Dans l'histoire de la passion et dans l'histoire de l'amour, telle que la trace Virgile et telle que la reprend Racine, eh bien c'est un pas nouveau qui a certainement été influencé par les thèmes de la résignation chevaleresque ou chrétienne, féminine surtout, cette espèce de supériorité des femmes dans le malheur qui était déjà pressenti par Virgile, mais qui ici prend sa plénitude. Alors, bien sûr, je crois que Didon, c'est un mythe au sens plein du terme. C'est-à-dire que, comme le voulait Vico, il définit les structures des sociétés humaines. Et il les définit dans la pleine dimension de l'histoire, dans la pleine dimension du temps, dans l'éternité comme progrès ou comme cycle ou comme rupture, mais toujours le temps, ce qui nous dépasse et qui peut-être nous brise, ce qui est espérance, ce qui est douceur. C'est tout Virgile.